Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Et Très bien. Et vous voyez mes diapositives? Aussi, parfait. Très bien. Bon, donc je commence par me plaindre. En fait, ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est que nous n'allons pas penser aujourd'hui, mais nous allons laisser penser Zoom à notre place. Normalement, je refuse de participer à des réunions Zoom, mais aujourd'hui, je n'ai pas refusé juste parce que je ne m'étais pas aperçu que c'était Zoom jusqu'à il y a 3 minutes. Donc, voilà. Mais donc, je vais faire semblant bon, mais ça fait partie de la réflexion que je voudrais vous proposer. Bon, je vois Samuel. Salut Samuel. On a déjà parlé un peu de ça hier matin, donc, et Michael aussi, donc je vais essayer de ne pas trop me répéter. Mais bon, l'idée de ma présentation est justement d'essayer de s'interroger sur une rhétorique qui est celle, on peut dire, des GAFAM, qui, à mon avis, nous avons malheureusement, à laquelle, à mon avis, nous avons malheureusement complètement adhéré et qui empêche de façon radicale toute possibilité de littératie numérique. Donc, je vais faire la partie, on a un peu discuté avec Nicolas, donc Nicolas va faire la partie optimiste à la fin. Moi, je fais la partie pessimiste au début, donc moi, je dis que rien ne va, et puis Nicolas va montrer peut-être comment ça pourrait aller mieux. Donc, cette rhétorique contre laquelle je voudrais parler est la rhétorique de Zoom, hein, typiquement, qui désormais fait partie des GAFAM, est la rhétorique des solutions logicielles. Ce mot est vraiment très problématique, les solutions logicielles les plus courantes qui, fondamentalement, nous suggèrent une série de choses, nous suggèrent en premier lieu leur immatérialité. Donc, le numérique, l'environnement numérique, les environnements numériques, les outils seraient fondamentalement immatériels. Et dans ce sens, il y aurait quelque chose de... voilà, c'est les contenus qui comptent. Après, la technique, la partie matérielle, finalement, ne compte pas parce qu'elle est neutre. Voilà. Un deuxième point, autre point important, c'est cette rhétorique nous suggère la place centrale de la notion d'intuitivité. Il faut que ça soit intuitif. Voilà, ça c'est Samuel, on va continuer notre échange qu'on avait commencé ce matin par mail à propos justement de l'intuition. Simple, neutre, performant, rapide, facile. Alors, très souvent, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'utiliser Zoom est liée à plusieurs de ces termes. Plusieurs de ces termes sont utilisés pour justifier l'usage de certaines technologies. Donc, c'est simple, c'est intuitif, c'est performant, c'est rapide, c'est facile. Je me rappelle dans les discussions que nous avons eues, Nicolas était présent autour de l'usage justement de Word. La réponse de la plupart des chercheurs à qui ont posé la question du pourquoi utiliser Word, la réponse était c'est facile, c'est rapide, c'est intuitif. C'est souvent l'argument qu'on donne pour utiliser justement Zoom par rapport à d'autres outils de vidéoconférence. C'est facile, c'est rapide, c'est performant, hein, ça fonctionne. Hein, très souvent, le terme un peu générique, l'expression un peu générique, c'est ça fonctionne. Bon, je pense que cette rhétorique est très dangereuse parce qu'en fait, elle nous éloigne complètement de ce qui se passe réellement dans ces environnements, c'est-à-dire c'est pas du tout que ça fonctionne, c'est pas du tout que c'est simple, c'est pas du tout intuitif, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Hein. Il y a quelque chose d'autre, c'est-à-dire que cette simplicité, cette neutralité, cette performance, cette rapidité cache en réalité une production des valeurs qui vient du côté de l'outil et une adhésion totale de notre part à ces valeurs-là
qui fait en sorte que nous disons ça fonctionne, mais parce qu'en fait, nous voulons que l'outil fasse ce que l'outil nous a poussé à vouloir faire. Nous faisons du Zoom maintenant. Et en effet, ça fonctionne parce que Zoom nous a convaincus que ce que nous voulons faire, c'est du Zoom. Mais ce n'est pas qu'un autre outil fonctionne moins bien. Un autre outil peut-être fait autre chose. Mais nous n'avons plus les capacités, nous tous, nous n'avons plus les capacités et la littératie pour comprendre que nous ne sommes pas en train de dicter les règles, nous ne sommes pas en train d'exprimer nos volontés et nos besoins, nous sommes simplement en train d'être utilisés, d'être agis par ces environnements. Ce que nous faisons actuellement, c'est que nous avons transformé notre recherche en une sorte de rencontre qui est fondamentalement une rencontre de pensée pour les petites entreprises et une rencontre de type business, petite entreprise, donc des réunions qui ont comme objectif fondamentalement de produire quelque chose à la fin, d'être efficace d'un point de vue, dans quel sens, efficace d'un point de vue du marché et de la productivité telle qu'elle est vue par les petites entreprises des cultures nord-américaines. Donc, ce que nous sommes en train de faire, fondamentalement, nous avons transformé notre recherche et l'université en une série de réunions de petites entreprises qui essayent de s'adapter aux impératifs de performativité et de productivité du marché occidental. Donc, bon, enfin, pour essayer de voir un peu plus en détail certains des aspects de cette rhétorique, je vais me concentrer fondamentalement sur deux de ces aspects. Un, c'est la question de l'immatérialité et l'autre, c'est la question de l'intuitivité. Donc, je vais un peu plus rapide sur le premier aspect, un peu parce que j'ai fait une conférence sur ces sujets hier et puis certains d'entre vous y étaient présents, donc je ne vais pas retourner, mais surtout parce que je pense que la partie la plus intéressante pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la question de l'intuitivité. Donc, je vais passer un peu rapide sur l'immatérialité. Alors, l'immatérialité, cette rhétorique-là consiste à dire qu'il y a d'une part des choses immatérielles qui sont importantes et de l'autre part des choses matérielles qui ne le sont pas. Parce que la matérialité ne porterait pas de sens. Donc, typiquement, ici, il y a une certaine méprise pour ce qui concerne la technicité de l'environnement technique utilisé, que ce soit Zoom, Google, Word, etc. Parce qu'on s'est dit, bah, finalement, ça, c'est un truc matériel qui ne conditionne, qui ne fait rien d'un point de vue de sens. Alors, typiquement, je vous cite cette anecdote, vous le voyez dans la diapositive. Un collègue, une fois, quand j'avais écrit un billet de blog en disant que les chercheurs en sciences humaines ne savent pas écrire, ne savent plus écrire aujourd'hui parce qu'il n'y a aucune réflexion justement sur les environnements d'écriture, avait répondu les gens qui passent son temps à bidouiller la tech au lieu de bosser. Donc l'idée est très claire ici, ce qui se passe au niveau de petite matérialité, choisir un format, matériellement taper sur un clavier dans un environnement, les rapports entre l'affichage d'une lettre et son encodage, etc. Tout ça, c'est des détails matériels inutiles. Ce qui est intéressant, c'est la pensée. La pensée, ça se passe ailleurs. Bon, c'est typiquement, et ici on pourrait dire, bah, nous sommes des grands philosophes et penseurs et nous exprimons notre pensée, puis que ça soit sur Zoom ou sur Jitsi, bah, en fait, ça c'est un petit détail, on va laisser ça aux techniciens qui ne pensent pas. Voilà, et en fait, je pense que cette idée-là a une histoire très vieille, j'y vais très vite. Tous les platonismes a porté cette idée-là. La matière, le corps qui est le tombeau de l'âme, la matière ne compte pas, au contraire, c'est une limite à tout ce qui est idéal et qui n'a pas, lui, de matière. On le retrouve alors dans ce mépris que Plotin portait donc Plotin, les grands
néoplatonicien que Plotin portait pour l'écriture en disant, en fait, l'écriture, c'est rien, ça compte pas, ce qui compte, ce sont les idées. Donc, pendant que j'écris les Énéades, vous savez quoi, je suis capable de discuter avec les gens qui passent devant moi parce que l'écriture en tant que telle, en fait, ne compte pas. Bon, cette idée a été mise en question de façon assez radicale et assez intéressante par toute une série de chercheurs et chercheuses aujourd'hui qu'on peut étiqueter avec cette étiquette New Materialisms. Et donc, Karen Barad, que vous voyez dans la photo, est une des représentantes et ça me semble très intéressant sa démarche, donc qui consiste à dire, en particulier dans ce livre qui s'appelle Meeting the Universe Halfway, qu'au contraire, la matière produit le sens, que le sens est toujours une question de matière et, comme le dit Karen Barad, matter matters, matter matters. La matière compte, la matière signifie. Il n'y a pas une opposition entre sens et matière, ce sont la même chose. Donc, dans ce sens-là, on peut se dire qu'il n'y a pas une opposition entre nous qui pensons et l'environnement technique dans lequel nous sommes. L'environnement technique dans lequel nous sommes pense au moins autant que nous, pour aller vite. Bon, venons à la question de l'intuition. Alors, et pour partir de la question de l'intuition, je voudrais revenir à ce qu'intuition signifie d'un point de vue un peu plus philosophique et un débat qu'il y a eu à l'époque moderne, dont Kant a fait partie, dans la critique de la raison pure, on en parle, et c'est, alors, parce que très souvent, cette rhétorique de l'intuitivité, je fais une petite recherche sur les sites de communication d'Apple et de Microsoft et j'ai pu constater, donc j'ai téléchargé la newsroom de ces deux entreprises et j'ai pu constater une prévalence de ce mot incroyable. On l'utilise tout le temps. C'est intuitif. Et en fait, pas seulement c'est intuitif, mais la nouvelle version, l'iPad 3, l'iPad 4, l'iPhone 7 est plus intuitif que l'iPhone 6. Donc, il y a cette idée d'un progrès linéaire qui va vers le mieux, comme s'il n'y avait pas une multiplicité des modèles possibles, mais un seul modèle possible. Et c'est de plus en plus intuitif, comme c'est de plus en plus rapide, etc., etc. Et en fait, cette intuitivité prétend qu'en fait, il n'y ait pas un raisonnement à avoir, il n'y a pas une médiation à avoir pour comprendre quelque chose. Nous en avons l'intuition. Alors, pour revenir à Kant, d'où ça vient, intuitif, ça vient de in plus tueur en latin, donc voir, tueur à l'intérieur. Ça correspond exactement à l'allemand Anschauung, donc l'intuition, donc an plus schauen, donc regarder dedans, regarder dedans. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit, en fait, nous avons la possibilité d'avoir un rapport immédiat avec le réel, c'est-à-dire de saisir le réel dans un coup, sans besoin d'une médiation conceptuelle. Les grands différends qui a marqué l'âge moderne et justement par rapport auquel Kant s'est placé, c'est la question de dire est-ce qu'une intuition intelligible est possible? C'est-à-dire il y a deux types d'intuition. Donc l'intuition sensible pour Kant, et elle existe en effet, c'est l'effet qu'immédiatement, grâce aux catégories transcendantales de temps et d'espace, nous sommes capables de saisir quelque chose de sensible dans le monde. C'est-à-dire, c'est la perception, l'intuition sensible. Je vois quelque chose. Et en fait, ça, c'est immédiat. Il n'y a pas besoin d'avoir une médiation. L'intuition intellectuelle, c'est une autre chose. C'est que je vois une chaise et je la reconnais en tant que chaise. Alors, si l'intuition intellectuelle était possible, ça voudrait dire que je pourrais voir une chaise sans besoin d'avoir une médiation conceptuelle. Et Kant dit que ce n'est pas possible. Un entendement dans lequel, par la conscience de soi, tout le divers serait simultanément donné serait intuitif. Le nôtre ne peut que penser et il lui faut chercher l'intuition dans l'essence. Donc, l'essence, oui, on a l'intuition, on voit quelque chose, mais pour ensuite avoir les concepts des chaises
ou de n'importe quelle autre chose, c'est-à-dire pour pouvoir voir un concept, là, il y a besoin d'une médiation. Ça, c'est très important et très intéressant parce qu'en fait, s'il n'y avait pas besoin de médiation, ça voudrait dire qu'il n'y a qu'un concept, qu'il n'y a qu'un réel qui s'impose. L'intuition intellectuelle signifierait l'impossibilité de la diversité dans le monde, d'un point de vue ontologique et aussi évidemment d'un point de vue épistémologique. Appliqué aux moyens techniques, c'est encore plus effrayant parce qu'un moyen intuitif veut que le modèle que ce moyen porte, par exemple un iPad, soit non seulement neutre, universel et unique. C'est-à-dire que le swipe est intuitif si swiper est le seul geste possible. Donc, il y a cette unité-là pour faire quoi? Ben, la seule chose possible à faire. C'est-à-dire, l'intuitivité consiste à dire que l'outil fait la seule chose possible. Et en fait, cette rhétorique de l'intuition fonctionne très, très bien parce que nous sommes dedans et en effet, nous sommes agis par les seuls dispositifs que nous avons à disposition qui ont formaté de façon univoque et détruit toute possibilité de multiplicité, justement, mais pas parce que pas parce que c'est intuitif, ou mieux, c'est intuitif non pas parce que en effet, nous en avons une intuition, mais parce que ces outils ont complètement conditionné notre façon de penser. Ils pensent à notre place. Et donc, en effet, nous sommes comme des marionnettes. Nous faisons la seule chose que les dispositifs nous proposent et nous n'arrivons même pas à voir qu'on pourrait faire d'autres choses. Et que donc, ce n'est pas du tout intuitif. C'est juste que c'est lui qui nous dit ce que nous devons faire. Il y a en effet une seule chose à faire. Donc, en fait, vous voyez que le problème de cette rhétorique, c'est d'une part cette rhétorique de l'immédiateté. Ça implique cette immédiateté. Le médium, l'environnement technique, etc., est effacé ou caché plutôt, il devient transparent, c'est-à-dire qu'on ne le voit plus, donc dans cette ambiguïté entre transparence et opacité. Donc, on ne le voit plus, on n'en est plus conscient, on croit que c'est immédiat et donc on croit avoir accès au réel en tant que tel, on croit qu'il n'y a que ce que l'environnement technique nous donne, alors que l'environnement technique a en réalité produit une pensée particulière, mais cette pensée particulière, avec ses valeurs, etc., devient pensée unique. Écrire signifie écrire sur Word. Pas parce que Word est neutre, mais parce que nous avons la croyance que Word soit neutre et que donc nous pensons qu'il n'y a pas d'enjeu à écrire sur Word et donc il y a juste Word qui écrit. Zoom devient la seule manière de faire une vidéoconférence parce qu'on pense que c'est une façon immédiate, parce qu'on ne voit pas les accroches, on ne voit pas les problèmes. Justement, ça fonctionne, c'est intuitif parce qu'il nous fait faire une seule chose et c'est seulement cette chose que nous sommes désormais capables de voir en tant que réel. Pensée unique et en fait, cette pensée, en plus, c'est une pensée particulière, très située, c'est la pensée du capitalisme typique d'une certaine société nord-américaine imbibée de valeurs de la côte ouest. Donc, pour faire très, très vite. Donc, la littératie numérique est très souvent réduite. Je suis très fâché et désolé pour le ton de cette présentation. J'espère que vous apprécierez les provocations sans m'en vouloir, mais je suis très fâché. Je suis très fâché parce que à l'école primaire, à ma fille, la littératie numérique consiste à leur donner des iPads. Et en fait, ma fille, en effet, hier est revenue en disant « Je suis la seule qui n'est pas capable d'utiliser un iPad. » J'étais ravi. Pour tous les autres, c'est intuitif, pas pour elle, parce qu'elle n'en a jamais vu un. Par contre, elle sait lire, les autres, non. Et en fait, l'utilisation de la littératie numérique qu'on veut donner aux enfants de première année d'école ici au Québec, c'est de leur donner un iPad. Alors que ça, c'est juste l'effacement de toute possibilité de littératie. Parce que ça habitue juste, ça informe, ça forme les cerveaux de ces petits êtres à faire une seule chose et à raisonner comme l'iPad suggère de raisonner sans voir que derrière, il y a un modèle, mais en croyant que c'est le seul modèle possible. Donc, nous allons en faire des petits Zuckerberg, tous pareils, qui pensent ce que ces entreprises leur demandent de penser sans avoir aucun moyen pour créer
une pensée critique. Donc, en fait, c'est le problème des solutions sans problème dont parle Morozov. Ces entreprises nous donnent des solutions, mais en fait, personne n'a formulé les problèmes. Donc, en fait, ça se donne comme solution universelle pour des problèmes que nous n'avons pas formulés. Donc, nous ne savons pas à quoi c'est la solution. Il n'y a pas de solution. D'abord, il faudrait des problèmes. Donc, on n'a même pas pensé ce que c'est qu'un texte et ce qu'on veut faire quand on écrit, et on a déjà la solution. Donc, évidemment, nous faisons ce que Word nous dit de faire, etc. Bon, donc, nous devenons des utilisateurs utilisés. Il me reste 8 minutes dans lesquelles je vais ouvrir la route à Nicolas pour essayer de dire que peut-être un peu d'espoir, très peu, mais on peut l'avoir. Et pour moi, la piste est celle du dysfonctionnement. C'est-à-dire le seul espoir que j'ai pour le futur, c'est d'aller vers des outils dysfonctionnels. Dysfonctionnels, justement, est tous ceux qui résistent à cette rhétorique-là, parce que c'est pas intuitif, parce que ça fait résistance, parce qu'on le voit, c'est pas transparent, hein, on le voit apparaître, parce que c'est compliqué, parce que etc., etc. Alors, je voudrais vous renvoyer à 3 types comme ça de dysfonctionnement que je crois pouvoir identifier. Il y en a sans doute d'autres. Hein, et je pense que, en particulier, le deuxième cas, c'est le cas dont va parler Nicolas, je crois. Hein, mais Nicolas, après, tu te placeras par rapport à mes outils cassés, etc. Donc, le premier type de dysfonctionnement, c'est un outil cassé. C'est le cas qui est typiquement décrit par Heidegger quand il parle justement des outils hein, qui sont de la Zuhänglichkeit, c'est le fait d'être maniable. Donc, un marteau, on l'utilise, on ne le voit pas, il n'existe pas, il n'a pas une présence devant nous, il n'est que l'action qu'il permet de faire jusqu'au moment où il se casse, là, je me rends compte que j'ai un marteau dans les mains. Et là, je me pose la question de qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai un marteau dans les mains, qu'est-ce que je suis en train de faire, à quoi ça sert un marteau, pourquoi il s'est cassé, etc. L'outil cassé, c'est typiquement l'erreur, les bagues qui s'affichent. Là, vous voyez derrière mon Jupyter Notebook avec une erreur qui est due au fait que j'ai essayé d'imprimer une variable avec un encodage pas correct. En fait, l'erreur, c'est génial parce que l'erreur met en question le flux qui est en train de se dérouler. Hein. Donc, en fait, si Zoom maintenant ne fonctionne plus, il devient tout de suite opaque, on le voit, et on se dit, attends, mais du coup, est-ce que c'était vraiment ça que je voulais faire? Qu'est-ce qui se passe, etc. Les erreurs, ça serait génial. On nous a appris à ne pas lire les erreurs. Hein. Ça, c'est aussi une chose horrible. Nos outils ne nous donnent plus d'erreurs. Quand on voit une erreur, moi, je vois avec mes étudiants à qui j'apprends les codes, il y a personne qui soit capable de résoudre un bug alors que l'erreur dit ce qui se passe, mais personne ne les lit. Parce qu'en fait, nous ne voulons pas, surtout pas, voir des erreurs. Hein. Donc, nous ne voulons pas perdre du temps. C'est cette idée de perdre du temps. Alors que, à mon avis, justement, les sciences humaines, ça devrait être une perte de temps par excellence. Mais bon, donc l'outil cassé. Un autre paradigme, c'est l'outil complexe. L'outil complexe, c'est un outil qui, en fait, n'est pas simple parce que, justement, il propose un modèle différent par rapport à celui auquel nous sommes habitués. Alors, je suis habitué à écrire avec Word, et donc j'ai une souris, je sélectionne ici, je surligne, je copie, je colle, etc. Je clique, surtout je clique dans la vie, et en fait, je passe à Vim, et là, il n'y a plus de souris. Et là, en fait, ça ne marche pas, ça dysfonctionne. Comment je fais pour me déplacer? Non, la souris ne marche pas. En effet, elle ne marche pas parce qu'elle n'est pas supposée fonctionner. Donc, je dois me déplacer avec JKL. Bon, très bien, c'est un peu compliqué. Et pour écrire, il faut que je tape I d'abord. Mais pourquoi? En fait, le dysfonctionnement, mon incapacité d'utiliser l'outil, je pense que les cas de Wikipédia et Marc Jaja pourraient rentrer là-dedans, Nicolas. Je ne sais pas si tu penses ça, mais bon, enfin, en tout cas, je suis habitué à un modèle. Ce n'est pas que l'autre modèle est plus compliqué, c'est juste qu'il est autre. Il revendique une multiplicité et il m'empêche l'intuition.
J'ai rien, je ne peux pas avoir l'intuition parce qu'en fait, il fonctionne différemment, mais je ne sais pas comment. Et l'effort pour le comprendre est un effort critique, des pensées critiques. Ça, c'est ce qui me pousse à dire que nous devons perdre beaucoup de temps à développer nos propres modèles. C'est-à-dire, avant d'écrire, faut qu'on se crée un outil d'écriture. Parce qu'il faut qu'on pense au modèle que nous voulons mettre en place, à toute sa complexité. Qu'est-ce que les textes pour moi dans ces cas particuliers? Et puis, à partir de là, je crée un outil qui sera sûrement dysfonctionnel parce qu'il sera compliqué, parce que peut-être il sera aussi un peu cassé, etc. Bon, ça, je pense que c'est une des voies importantes pour la littératie numérique et donc pour une certaine résistance à cette pensée unique qui s'impose. Le troisième type, très amusant, c'est l'outil inutile. C'est un outil qui est fait pour dysfonctionner. Alors, typiquement, un outil inutile, on pourrait citer Servan Monjour a beaucoup travaillé sur ces questions-là, en particulier sur toute la question du détournement. Je prends quelque chose, puis je l'utilise à l'envers de comment il est censé être utilisé. Du coup, ça ne marche pas. Ou ça marche au contraire. Pardon. Ça marche au contraire. Ou alors ça sert justement à rien. Ça me fait perdre juste du temps. Les détournements des réseaux sociaux qui sont analysés par Servan, justement, vont dans ce sens. On est censé faire quelque chose avec cet outil, on fait toute une autre chose, puis ça devient inutile. Ça fait plus qu'il est censé faire. Donc, c'est inutile, c'est même nuisible, ça me fait perdre du temps. Et là-dedans, il y a la possibilité aussi de l'émergence d'une pensée critique. Juste pour faire un petit résumé, du coup, les outils dysfonctionnels permettent l'émergence d'une pensée critique parce qu'ils nous renvoient à une complexité irréductible, au fait qu'on ne peut pas avoir d'intuition, au fait que justement, il y a toujours un travail intellectuel qui consiste à imaginer des modèles, les comprendre, etc. Une multiplicité, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais une seule manière de faire une chose, contre toutes les formes d'antonomase, comme par exemple on s'est fait un Zoom au lieu qu'une vidéoconférence. Non, il y a plusieurs moyens différents pour se parler. Et si on veut se parler, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on veut faire? Je ne sais pas, il faut déjà définir ça. Et il y a une multiplicité des modèles possibles à penser. Et donc, une certaine opacité nécessaire. Quand je dis opaque, ça veut dire, parce qu'on peut l'entendre dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on le voit. Transparence, c'est quand on ne le voit plus. Et puis opaque, c'est quand il réapparaît, l'environnement réapparaît, et du coup, on peut en avoir une réflexion critique. Pour cette question de l'opacité, par exemple, l'ouverture du code, paradoxalement, je l'appellerais opacité, c'est-à-dire qu'il est visible. Il devient transparent quand le code n'est pas ouvert. On pourrait dire l'inverse, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. On a écrit un peu sur ça avec Jean-Marc Larue, justement, en essayant d'analyser cette rhétorique de opacité-transparence dans Remediation de Bolter et Glussin. Et en effet, on s'est dit que peut-être ce n'est pas les bons termes, justement, parce qu'ils ont ce problème-là. Pour finir, juste, pourquoi les dysfonctionnements et pourquoi nous sommes là, en fait? Et pourquoi cette rhétorique, pas seulement n'est pas juste, mais en fait, elle est, à mon avis, complètement contraire à la raison profonde pour laquelle nous sommes là en tant que personnes en sciences humaines. Je vous raconte cette anecdote platonicienne qui me semble assez importante. Ces anecdotes, Socrate est un bug, en fait, dans le corpus platonicien. Socrate et tous ceux qui dysfonctionnent. Alors, quelques scènes. Ils sont dans les banquets. Ils sont en train d'aller au banquet. Puis, Socrate a invité quelqu'un, Apollodore, à entrer avec lui. Donc, il n'est pas invité, il s'infiltre au parti. Et en fait, Apollodore arrive à la fête et Socrate, il n'est plus là. Donc, on lui dit, mais il est où Socrate? Je ne sais pas, il était avec moi, mais il est où? Il a dû se bloquer. C'est vraiment ça les termes qu'on utilise. Au milieu de la route, Socrate se bloque, puis il s'arrête, il bague, et en fait, il réfléchit. Il dysfonctionne, il devait aller à la fête. Et en fait, il est bloqué au milieu de la rue. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pense. Et c'est en fait un dysfonctionnement de Socrate en tant que personne qui était censée marcher avec Apollodore puis aller au banquet. Même chose, dans les Phèdres, Socrate essaye de traverser l'Élyséos pour rentrer chez lui, puis il se bloque.
il se bloque et il dit « Ah, c'est mon démon qui m'empêche ». La phrase en grec dit « Le démon m'empêche toujours, aei en grec, de faire ce que je suis en train de faire ». Il ne dit pas « Le démon m'empêche de faire les choses que je suis en train de faire quand elles sont mauvaises, quand ce n'est pas bon ». Il dit « toujours ». Donc, les démons, en gros, est un bug qui bloque Socrate de temps en temps, puis tout le temps, il le bloque. En fait, il est bloqué. Et ce qui est intéressant, c'est que ce blocage est le point de départ et le fondement même de la pensée critique, de la pensée philosophique chez Platon. Donc, la philosophie est un bug. À mon avis, les sciences humaines doivent être un bug. Arrêtons de nous demander à quoi ça sert les sciences humaines. Ça doit servir à rien, ou mieux, ça doit nuire. Nous devons nuire à la société, pas servir. Donc, si un outil est dysfonctionnel, si on perd du temps parce que Jitsi ne fonctionne pas aussi bien que Zoom, ça c'est notre mission de ne pas faire fonctionner les choses, de tout casser, de faire dysfonctionner, de tout bloquer et ne pas rentrer jamais dans cette rhétorique de l'utilité. À quoi ça sert? À rien. La philosophie ne sert à rien, la pensée critique ne sert à rien, les sciences humaines ne servent à rien, la littérature ne sert à rien. La seule chose que nous pouvons espérer, c'est que nos approches puissent tout casser et donner lieu à une société beaucoup plus dysfonctionnelle. Merci beaucoup.